Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Bains-sur-Oust, au cœur de la Bretagne, pour rencontrer Géraldine et Cédric Tavarson, producteurs de sapins de Noël. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui nous n'avons pas un, mais deux invités. En buvant le café tous ensemble, je me suis dit que ces deux passionnés méritaient qu'on leur tende le micro. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Les sapins de Noël nous font rêver chaque année, mais n'en doutez pas, leur production demande beaucoup de travail et de savoir-faire. Géraldine et Cédric nous racontent comment ils produisent cet arbre qui habille notre intérieur à Noël. Ils nous parlent aussi des difficultés de ce métier si saisonnier. Alors ne courez pas trop vite pour aller l'acheter, car Géraldine et Cédric vous donnent aussi tous leurs conseils pour bien choisir le sapin de Noël idéal. Bonne écoute et bonne fête à tous! Bonjour Géraldine, bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Alors on est sur une innovation improvisée pour La Clé des Champs. Parce qu'en fait ça fait, je sais pas, ça doit faire plus d'une heure qu'on est arrivés et on discute tous ensemble. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, pour une première de La Clé des Champs, faire une interview à trois. Du coup je sais pas ce que donnera le son de mon micro. Je le dis pour les auditeurs, j'espère que ça ira. Mais l'important c'est que on vous entende bien à vous. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire où c'est qu'on est actuellement ? Là on est à Bains-sur-Oust, sur un des sites de production de sapins de Noël. C'est le site historique où mon père a commencé la production de sapins de Noël. Donc nous on est la deuxième génération à produire du sapin de Noël sur Bains-sur-Oust. Et vous êtes frères et sœurs. Voilà, moi je suis Géraldine Tavarson, donc la grande sœur de Cédric. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'exploitation, quelle taille elle fait, ce que vous faites Alors l'exploitation, comme je disais, il y a deux sites de production. Il y en a un qui est plus situé sur Bains-sur-Oust, limitrophe Redon, et un deuxième qui est situé dans le 56 à Limerzel. Donc on est tous les deux en gérance et on a un site qui fait à peu près 42 hectares en production de sapins de Noël et aussi en céréales diverses quand on est en rotation de culture. 42 hectares, je me rends pas compte, c'est gros, c'est pas gros pour du sapin ? C'est déjà une bonne exploitation. On fait à peu près, on commercialise à peu près 30 000 sapins, donc 40, c'est une bonne moyenne. Vous rendez plein de gens heureux. On espère. Et alors, ça a été quoi le déclic pour vous de reprendre l'exploitation familiale ? Je crois que c'était votre père qui avait initié ça. Vous pouvez un peu nous raconter l'histoire et puis comment vous en êtes venu à vous dire que vous alliez reprendre le truc ? En fait, on a baigné dedans depuis qu'on est tout petit. Hein. On a aidé papa. Et du coup, lui, arrivant en retraite, il parlait d'arrêter. Et on s'est dit, c'est dommage, on pourrait quand même reprendre ça et recréer une société familiale. Elle a été créée en 2012 et nous, on est en cogérance depuis 2 ans. Et je crois, Cédric, tu as fait des études de design avant, donc vraiment, tu n'étais pas parti là-dessus, quoi. Pas du tout. En fait, on a été... Comme disait Géraldine, on a été baigné dedans depuis qu'on était tout petit. Mais bon, on a suivi un parcours totalement différent, effectivement, sans savoir que finalement on allait produire des sapins de Noël. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit que l'affaire familiale, il fallait que ça continue. Et puis moi, j'ai refait une formation comme un BPREA pour reprendre l'exploitation. À l'heure actuelle, on est tous les deux en gérance et puis on fait évoluer l'entreprise et on espère encore qu'elle évolue. Géraldine, toi, avant, tu peux nous dire ce que tu faisais ? Alors moi, j'ai pas fait des études du tout dans le dans le domaine du sapin. Moi, j'ai fait un bac commercial, j'ai fait de la socio, université, j'ai travaillé en usine pas mal d'années et puis justement quand ça a été un peu le déclic, je me suis dit tiens, je vais faire une reconversion, donc je suis partie dans le milieu plus pépinière et du coup j'ai travaillé 8 ans en pépinière et ça fait 4 ans que j'ai quitté le monde de la pépinière pour venir faire du sapin.
Et votre père, comment ça lui est venu l'idée? Parce que c'est quand même original de faire des sapins de Noël en Bretagne. Enfin, j'en sais rien, vous nous direz si c'est une région productrice de sapins, mais en tout cas, la production en tant que telle est originale. Oui, tout à fait. Si, la Bretagne, c'est un gros bassin de production de sapins de Noël. Ouais, il y a toute une histoire derrière. Mon père, quand il était plus jeune, il a commencé par vendre des sapins sur des marchés. C'est comme ça que ça a été un petit peu le déclic. Et puis, il s'est retrouvé en fait à avoir du terrain vacant. Et puis, il s'est dit, bah tiens, je vais essayer. On va planter des sapins de Noël. Et ça a été une catastrophe apparemment la première année parce que il y a eu une grosse sécheresse derrière, ils ont perdu la totalité des plants et puis il s'est dit bah non, c'est pas grave, on remonte sur le cheval, on replante, on recommence et puis ça a démarré comme ça. Il faut savoir quand même que pour la première commercialisation d'un sapin, il faut attendre à peu près entre 5 et 6 ans. Ah ouais. Donc voilà, ça a pris. Faut être patient. Faut être hyper patient, ouais. Et donc voilà, les premiers clients, les premières ventes, et puis voilà, ça a commencé à accrocher. Et puis au fur et à mesure, il a planté de plus en plus. Et puis il est arrivé à un stade à l'époque, je crois, avant qu'on reprenne, il arrivait quand même à vendre aux alentours des 10 000, 15 000 sapins. Et puis quand nous on a replanté en 2012, on a upgradé le truc et puis on a trouvé des nouveaux clients et là maintenant on arrive à vendre à peu près aux alentours des 30 000 pièces par saison. Et alors, pour parler des sapins, est-ce que vous pourriez nous dire les variétés que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme type de sapin? Alors, on a 4 variétés. On a l'épicéa, voilà, le sapin qui était le plus commercialisé il y a quelques années. On fait le Norman, qu'on produit à plus de 80% maintenant. On fait aussi le Nobilis, sapin odorant et bleuté, un peu plus difficile à produire, mais... Beaucoup plus difficile. Ouais, beaucoup de soucis. Et puis on s'est lancé depuis 2 ans dans une nouvelle variété, le Frasérie. Le Frasérie, on pense qu'il a de l'avenir puisqu'il est odorant comme l'épicéa. Il a un peu la forme, il est taillé très conique. Et du coup, on se dit que vu que l'épicéa est en perte de vitesse, ça peut éventuellement le remplacer vu qu'il y a l'odeur et un peu la forme. Pourquoi l'épicéa est en perte de vitesse? C'est un sapin pour les gens qui veulent un petit budget, voilà, qui reste raisonnable, mais le problème c'est que il perd ses aiguilles très rapidement, quoi. Ouais. Et les gens maintenant ils veulent le sapin qui ne perd pas d'aiguilles chez eux. Parce qu'il est moins cher parce qu'il pousse plus vite, l'épicéa? Voilà, il pousse, allez, en moyenne, on a pratiquement 2 ans. 2 ans d'écart avec un Norman, puis il nécessite, on lui fait une bonne taille, mais c'est vrai qu'il nécessite un peu moins de soins autrement à l'année, quoi. Et donc tu nous as dit que le Norman représentait 80% de la production. Pourquoi vous avez fait ce choix? On est obligé de suivre ce que veut le client. Voilà, tout le monde, quand le Norman a pointé le bout de son nez, voilà, un sapin qui perd pas ses aiguilles, génial, quoi. Donc on a suivi la tendance, on n'a pas eu trop le choix. On a quand même gardé l'épicéa, puisqu'il y a toujours des demandes. Donc, on essaye de faire du sapin pour tout le monde, d'avoir un éventail assez large, voilà. Et alors Cédric, tu nous as dit que la Bretagne était une région productrice de sapins. Ouais. C'est quoi les conditions idéales pour produire le sapin en termes de climat, de sol et tout ça? Nous, on est bord de côte. Voilà, on a un climat qui est relativement doux avec une pluviométrie qui est adéquate pour le sapin de Noël. Donc voilà, le sapin de Noël, il faut savoir que c'est sensible en période gélive. Là, avec le climat qui a tendance à se radoucir, la végétation a de plus en plus d'avance. Donc on est de plus en plus sujet au gel tardif, comme pas mal de cultures maintenant. Gel tardif, tu parles de ceux qui arrivent au mois d'avril. Oui, voilà. Où on a vu les hélicoptères dans les champs, plus les seins de glace. Le 11, 12, 13 mai, les fameuses seins de glace. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années où on a eu des dégâts avec ces gels. Mais mis à part ça, oui, le climat ici est vraiment bien adapté pour le sapin de Noël. Parce qu'il est doux, c'est humide aussi, ouais, peut-être? C'est humide parce que le sapin a besoin d'eau, pas en excès bien évidemment, mais en Bretagne on est assez garni en eau. Est-ce que... oui, c'était ma vanne suivante. Est-ce que le sapin aime le soleil ou est-ce qu'il se plaît en Bretagne parce qu'il n'y a pas de soleil? Alors là on a eu un été très très chaud là. Ces derniers étés, on a constaté quand même que, je parle pour le Norman en l'occurrence, mais il a une résistance, vraiment une grande résistance aussi à la chaleur. Mais bon, ce qu'il préfère, c'est quand même un climat raisonnable pour qu'il puisse se développer vraiment bien.
Et alors, c'est quoi les grandes étapes de production du sapin Par quoi vous démarrez quand vous décidez de planter une nouvelle parcelle? Faut préparer la terre, acheter les plants déjà. Ouais, donc vous Dans un achetez premier- des plants que vous plantez en fait, mais qui Voilà. sont déjà un peu grandis. Voilà, on achète des plants qui ont entre 3 et 4 ans. Ça Ok. vient de pépinières spécialisées, du Danemark notamment. Bah, c'est quand même le pays du sapin. Voilà, le pays du sapin, où ça fait plusieurs années qu'on travaille avec du plan danois qui donne des très très bons résultats. Ils font Euh, quelle taille à ce moment-là? En moyenne, c'est entre 20 et 30 cm. Ils sont petits alors que ça fait déjà 3 ou 4 ans. Ça que- fait déjà, oui, 4 ans. poussent. À partir de la graine, au bout de 2 ans, ils sont arrachés, repiqués. Donc c'est ce qu'on appelle du 2+2 ou du 2+1. Donc Ok. 2 pour les 2 premières années, Ouais. arrachés, ensuite replantés, et on le laisse pousser 1 an ou 2 ans. Pourquoi Donc, on fait ça? Pourquoi on les arrache, on les replante? Alors déjà, pour qu'ils aient de l'espace, parce que quand c'est semé, forcément, ça pousse et puis ça prend de la place, donc on les éclaircit. Et en plus, ça fortifie le système racinaire. Donc vous recevez les plants qui Voilà. font 30 cm. Voilà, donc la terre est préparée. On a après une planteuse spécifique sapin. Donc la plantation est automatisée à ce moment-là. On a un repère en Un fer repère. sonore Tous pour les que les mètres, deux opérateurs tous les- puissent planter en quinconce avec une distance de 50 cm de décalage en interrang. Nous, on plante sur un interlignage d'1,10 m et les plants sont éloignés aussi d'1,10 m. C'est très mathématique, c'est Ouais, précis. en fait, on essaye d'être. C'est pas automatisé, hein, c'est nous. Hein, on essaye d'être le plus précis possible pour que le sapin ait vraiment la place suffisante pour se développer en termes racinaires et puis en termes de place pour les futures pousses, quoi. Donc voilà, nous on plante à peu près. Là, cette année, on a planté un peu plus de 35 000 sapins. Mm. Et donc ouais, il y a toute une préparation de terre au préalable et puis il y a tout un suivi et puis on fait un petit biostimulant pour bien les accompagner au démarrage. Oui, parce que j'imagine que c'est le moment où ils sont le plus fragiles, là quand ils sont petits. Ouais, ils sont fragiles, donc faut avoir les bonnes conditions. Là, ça va, là, on est pas mal. On a eu de la pluie juste derrière, donc il n'y a aucune raison que ça reprenne pas. C'est quoi le plus gros risque? C'est les mauvaises herbes qui font de la compétition sur la nutrition, qui piquent la nutrition les nutriments des sapins? Il y a cette gestion, ouais, effectivement, d'enherbement où on fait de la culture de sapin, on fait pas de la culture d'herbe. Hein. Mais non, c'est avoir le bon compromis pour garder une biodiversité et que le sapin puisse lui aussi bien se développer, quoi. On fait des tests là de binage, on fait encore un petit peu. Pour désherber le Ouais, binage. voilà, pour le désherbage, on fait un petit peu de désherbage aussi chimique, donc on essaye progressivement de l'enlever. Et puis on va faire du broyage interrang, c'est-à-dire que quand les herbes vont pousser entre les sapins, on va venir les faucher tout simplement pour enlever cette concurrence et puis pour apporter aussi de la matière organique au sol. Après, il va pousser. Combien de temps il met pour atteindre une taille qui est commercialisable où ça va pouvoir se retrouver dans notre maison? Après, vous avez l'épicéa où il faut attendre 5 ans. À partir de 5 ans, on peut prélever les petites tailles. Pour le Norman, lui, ça va être plus 6-7 ans. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous faites dans les champs? Vous les laissez comme ça et c'est tranquille ou vous avez Non, du travail? non, on a plein d'actions qu'on mène sur le sapin. On fait de la taille, bien évidemment. Donc on essaye de contrôler, d'avoir des bonnes proportions hauteur-largeur sur le sapin. Là, c'est vraiment purement esthétique, c'est que pour qu'à la fin, il ait une belle forme. Voilà, exactement. Ouais. En fait, c'est un réseau de distribution de sève, c'est ni plus ni moins que de la tuyauterie. Donc voilà, on essaye de conserver, comme je disais, des bonnes proportions et que le sapin puisse avoir un accès à la sève sur du branchage qui va être dédié au sapin. Donc on fait ça, on fait beaucoup de taille, on fait de l'émondage basal, on vient enlever la première couronne pour l'aérer, pour éviter les maladies fongiques. On fait de la taille fraîche, c'est-à-dire que les nouvelles pousses, on vient les ébourgeonner à la main. On fait du contrôle apical, donc la flèche, on vient la réguler, soit de manière mécanique ou soit de manière hormonale. La gestion de l'enherbement, et puis tous les à côté aussi, tout ce qui va être talus. On est très 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 bien occupés. Ok, on a noté que vous travaillez et que c'était pas les vacances. Toute l'année, pour Je ceux voulais qui vérifier quand même. Pour ceux qui disent qu'on travaille que 2 mois dans l'année, voilà, C'est faux. loupé. J'ai vu que le sapin, il craignait les chevreuils. Est-ce que c'est vrai? Ouais, et ici on est pas mal garni.
Donc ça dépend des moments, mais quand il y a des reproductions, on les voit pas mal dans les parcelles. Donc faire de l'abrutissement, ils viennent manger les têtes des sapins, ou alors ils viennent se frotter quand ils ont leur nouveau pelage. Donc ouais, effectivement, on peut avoir pas mal de dégâts. Après, ça dépend aussi des parcelles. Plus il y a des bois autour, forcément, Voilà. plus vous avez le risque. Ouais. Donc les parcelles qui sont un peu sujets à ça, on a un produit à base de graisse de mouton. Donc c'est un produit bio qu'on vient répandre autour de la parcelle. Et okay. c'est une odeur qu'ils n'aiment pas du tout. Donc l'odeur du mouton. Ouais. Ça fait barrière. Donc ça fait barrière. Théoriquement ça fait barrière. Il y en a quand même qui arrivent à passer, mais bon, ça limite quand même un peu les dégâts. Il y a une période un peu plus sensible où ils viennent. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment mettre à la reproduction, oui. Et puis on a remarqué aussi que là où ils font du frottage, notamment les mâles, parce que forcément ils marquent un peu leur territoire, on laisse le sapin parce qu'on a beau le tailler, le remettre en place, de toute façon c'est toujours celui-là qui... Voilà, donc... on est gentil, on leur laisse. Et tu nous as dit, Géraldine, que les sapins, du coup, vous les garniez 7 ans, enfin entre 5 et 7 ans. Du coup, ça veut dire qu'il y a toute une gestion des parcelles et de replanter pour que dans 7 ans, vous ne soyez pas sans sapin une fois que tout a poussé et que c'est coupé. Comment vous gérez ça ? La parcelle, une fois qu'on commence à prélever, il faut 3 ans, 3-4 ans à peu près pour vraiment prélever la parcelle en entier. Tous les ans, on plante 5 hectares à peu près, ouais. Et puis du coup, par rapport au potentiel des parcelles, on sait ce qu'on peut, les volumes qu'on va pouvoir vendre. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on fait des prélèvements, on a un étiquetage, donc on connaît la quantité de sapins qu'on peut commercialiser. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de pari, c'est-à-dire que quand vous plantez plus aujourd'hui pour que dans 10 ans vous ayez plus de sapins, vous vous dites que vous arriverez à capter plus de demandes et à donc aller commercialiser cela. C'est ça. C'est un pari, notamment quand on commence. Nous, on a eu la chance d'avoir le roulement avec papa, mais les gens qui démarrent pendant 5-6 ans, ils plantent, ils investissent, ils donnent de leur temps et le pari dans 6 ans, c'est est-ce que on va vendre son sapin. Voilà, c'est toujours la problématique. Jusque-là, nous, on se débrouille à avoir du client. On est pas mal référencé. On essaye de faire du sapin de qualité. Donc on travaille bien, généralement le bouche à oreille, comme quand on travaille mal, ça peut aller... ça dans le monde agricole. ça fonctionne pas trop mal, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, le but c'est d'arriver à un stade où on va avoir une commercialisation qui correspond un petit peu aux chiffres qu'on veut faire et nous aussi à nos capacités, quoi. Le but, c'est pas de faire non plus... faut que ça reste nous, le souhait, c'est que ce soit une entreprise familiale, quoi. Ouais. Voilà. Ça reste gérable. Voilà, tout à fait. Il y a des zones qu'on veut pas dépasser. Ouais. Okay. Et Cédric, tu nous parlais que vous aviez des grandes cultures à côté, ou des cultures tout court d'ailleurs, mais à quoi ça... c'est quoi, donc déjà du blé, tu nous as parlé, t'as autre chose ? Entre 2 rotations de sapin, on remet en culture. Donc en règle générale, là, ce qu'on fait, on met en maïs. On essaie de garder la parcelle en culture le plus longtemps possible. Après, c'est en fonction des rotations aussi de sapin. Mais l'idéal, c'est de remettre en culture une parcelle de sapin pendant 2-3 ans. Donc, on fait une rotation avec maïs, blé noir. On va essayer le tournesol aussi. Après, c'est pas notre cœur de métier. Donc, on va essayer de réfléchir à des cultures qui apportent au niveau du sol et puis qui sont, en termes de temps, pas trop contraignantes, on va dire. Parce que du coup, par exemple, donc, mettons votre culture de sapin, c'est sur 7-8 ans qu'il y a du sapin dessus jusqu'à ce que vous coupiez tous les sapins, que vous les vendiez. Et donc ensuite, pendant 2-3 ans, tu vas mettre du maïs ou du blé noir. Voilà, c'est ça. Et pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous enchaînez pas directement avec de nouveaux sapins que vous plantez ? Parce qu'on va casser un cycle, on va casser le cycle du sapin. On a beaucoup de restitution de matière organique, donc on va faire en sorte de réamender le sol d'une manière intelligente, d'avoir un pH, de remonter à un pH pour que la nouvelle plantation soit dans des conditions optimales. Et après, ça casse aussi le cycle, on va dire, fongique, si on a eu des soucis de champignons ou de ravageurs ou des choses comme ça. Donc on passe à autre chose et on remet du sapin pour
recréer un climat nouveau pour lui. Ouais, quoi. d'accord. Et alors, une fois qu'ils ont atteint une taille commercialisable, au niveau de la récolte, comment ça se passe? Est-ce que tu nous as un peu répondu, Géraldine, mais je pose quand même la question. Est-ce que vous coupez tous les sapins d'un coup? Est-ce que tous les jours vous passez dans les rangs pour voir lesquels sont éligibles? Comment vous faites? On passe dans les rangs. Alors on a une pige avec les hauteurs qui correspondent aux hauteurs des différentes gammes de sapins. On fait un étiquetage avec des étiquettes de couleurs. Et tous ceux qui sont commercialisables, généralement on met l'étiquette ou alors on essaye vraiment de prélever pour éclaircir au mieux la parcelle. Et puis au fur et à mesure des années, on prélève tout ce qui est commercialisable. Voilà. Donc au fur et à mesure, une parcelle, vous allez passer régulièrement pour voir lesquelles vous prenez On passe une fois, on fait un marquage et puis ça peut arriver qu'on passe une deuxième fois parce que sur telle référence on n'a pas assez. Et puis nous on fait du marquage, on commence à faire le marquage en août. Le marquage, tu peux nous dire ce que c'est? Alors, le marquage, en fait, on a un gilet avec plein d'étiquettes, avec des codes couleurs pour les différentes hauteurs. On a aussi les étiquettes épicéa, parce qu'on a des parcelles où on a les deux dedans. D'accord. Et donc, par rapport à la hauteur, on a l'étiquette, je dis du 125-150, l'étiquette est verte. Donc, on prend l'étiquette, on la met sur la tête du sapin et on l'agrafe. Ok, voilà. Donc c'est vraiment pour faciliter le travail de la récolte derrière qu'avec les étiquettes, vous voyez bien quelle espèce c'est, quelle taille fait le sapin. Et voilà, et ce sont des étiquettes numérotées, donc on sait que dans telle parcelle, telle catégorie, on a un tableau où on a tout de référencé. Donc, c'est un repère pour nous, mais c'est aussi un repère pour le client derrière, parce que lui, quand ça va se retrouver en magasin, il a un repère avec le code couleur qui correspond aux tailles. Il va avoir toutes les informations nécessaires sur l'étiquette. Donc c'est pour ça qu'on a cette étiquette, nous, quand on achète le sapin. Voilà, c'est ça. Ça aurait été un truc pour étaler sa science, ça. C'est posé par le producteur directement dans le champ. Voilà, directement. Et alors, une fois que vous les avez ramassés, qu'est-ce qu'ils deviennent les sapins? Vous les conditionnez vous-même? Qu'est-ce qui se passe là, une fois que vous les avez récoltés? On a deux équipes. En règle générale, il y a une équipe qui est consacrée à la récolte en plein champ, et puis une équipe qui est, elle, sur plateforme pour préparer toutes les commandes. Donc, comment ça se passe? Il y a une personne qui est dédiée à la coupe. Des gens vont prendre les sapins, les débarder, c'est-à-dire les emmener dans des allées. Déjà, je te coupe, comment vous les coupez? Est-ce que c'est avec une hache? Non, avec une scie. Non, on a des automoteurs, des sécateurs hydrauliques automoteurs, c'est-à-dire que c'est sur roue, donc on navigue de sapin en sapin pour les couper, donc on a ce système-là pour la coupe. On a des grosses débroussailleuses aussi forestières pour les plus petits. Tronçonneuse pour les plus grands, donc voilà, on a un petit panel pour couper. Donc voilà, une fois que c'est coupé, on les emmène tous dans une allée. Une deuxième équipe arrive avec des aiguiseuses. Alors on va tailler les pieds des sapins. Tailler les pieds, c'est pour pouvoir les adapter sur des bûches. Donc les bûches vont être là pour stabiliser le sapin. C'est la bûche, c'est ce dans quoi vous plantez un peu le sapin pour qu'il tienne debout. Voilà, pour qu'il tienne debout. Et donc là, vous devez aiguiser la pointe du tronc, c'est ça? On aiguise la pointe du tronc pour pouvoir le faire rentrer dans la bûche. Donc on a ce système-là. On a un autre système, c'est un système avec réservoir d'eau. Donc là, on ne taille pas le pied, on vient juste faire un trou dans le pied du sapin. Et en fait, cette réserve d'eau, il y a une petite tige où on va venir mettre cette tige dans le trou. On remplit d'eau et on hydrate son sapin. Donc là, on est sûr d'avoir un sapin qui va durer dans le temps. Donc voilà, et puis une fois que c'est aiguisé, il y a encore une équipe qui va arriver, qui va mettre les sapins en filet individuellement. Une fois que c'est fait, on charge en remorque, on ramène tout en plateforme, et une fois qu'on s'est arrivé en plateforme, une équipe qui est là pour préparer toutes les commandes qui vont être mises en palette, et puis ça va être expédié en semis vers les différents points de vente. Donc il est mis en filet en fait dès la sortie du champ. Oui, alors, en fait. Soit dès la sortie du champ, ou soit on le coupe un petit peu en amont, 2-3 jours, et puis on le laisse reposer. Parce que le sapin sécrète une hormone, donc il a quand même eu un stress au niveau de la coupe. Donc on va le laisser reposer, au lieu de le stresser une deuxième fois avec l'aiguisage et l'enfilage, on le laisse reposer, et puis on vient 2-3 jours après pour faire ça. Et alors, je vais passer à la minute économie du podcast. Géraldine, à qui vous vendez les sapins? Alors, les sapins, on en vend aux pépinières, aux jardineries. On fait aussi les grandes surfaces. On a des demandes aussi pour les associations. Et on fait un petit marché aussi pour les particuliers.
Vous vendez pas des grands sapins pour les communes, les Si, grands magasins et tout? j'ai oublié, les fameuses communes. On fait les communes, on vend des grands sapins. Nous, on fait des sapins jusqu'à 8 mètres de haut. On a même un grumier qui travaille avec nous. Hein, Un grenier, c'est quoi? Alors, c'est-à-dire que c'est un camion avec une grue qui vient prendre les sapins, qui les emmène sur les places des communes et qui peut les poser directement. Ah on ouais, a ce ok. système-là aussi. Mais là, voilà. c'est un événement, non? Quand il vient chercher un sapin de 8 mètres. Ouais, c'est un sacré chargement. Il y a des grands sapins. On a fait des communes jusqu'à 12 mètres de haut. Ah Hein. ouais. Ouais. Et là, ils ont quel âge, les sapins, du coup Parce que si Là- les notes qu'on reçoit, ils ont 10 ans au final, quasiment. Ouais, quand c'est même des bien. sapins qui ont 15-16 ans, même Voire plus, certains une vingtaine d'années. Ouais. Alors, de quand à quand, à partir de quand commence votre saison? Quand c'est qu'elle se finit? Et est-ce que c'est pas... Est-ce qu'on peut vivre d'un métier qui est aussi saisonnier? Bah écoutez, oui. On commence la saison fin octobre, début novembre, parce qu'on fait des pots. Donc ça, c'est Sapin en pot, tu veux voilà, dire. c'est les premiers qu'on va arracher. Ensuite, justement, pour les communes, on s'attaque aux grands. Et ensuite, nous, on commence vers le 10 novembre ensuite. Pour, 10 novembre, au niveau des tailles le plus standard, jusqu'au... tout est relatif, ça dépend si les magasins veulent des réassorts ou pas, mais Ouais. on va aller maximum jusqu'au 10 décembre. Ah ouais, donc Ouais. ça dure vraiment un mois. Ouais, c'est une période très, très intense. C'est très Ouais. tendu. Je veux bien le croire, j'arrive pile à l'heure parce qu'on est autour du 20 octobre et après, je pense que je vous aurais appelé pour faire l'épisode, vous m'auriez ri au nez. Ça aurait été compliqué. Mais je comprends. Mais du coup, c'est pas un risque pour l'entreprise d'avoir une saison de vente qui dure juste un mois? Enfin, faut pas se louper, quoi. Mais voilà, on joue un petit peu notre année sur un mois. Bah, pour l'instant, on fait que du sapin de Noël. À voir si un jour on diversifie ou pas. Mais bon, jusque-là, on croise les doigts. Bah, c'est sûr qu'il y a des risques, hein, c'est une monoculture, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de solution de secours, on va dire. Mm. S'il arrive quoi que ce soit, si on se loupe, quoi. Ouais. Mais il n'y a aucune raison qu'on se loupe. Oui, c'est sûr, on n'en doute pas. C'est quand même donc on l'a dit, un business qui est très saisonnier. J'imagine que ça pose des sujets au niveau de la main-d'œuvre. Combien vous avez de saisonniers et est-ce que vous les trouvez facilement? En saisonnier, on monte à 10, entre 10 et 13 personnes. Cette année, c'est moins compliqué que les autres années. On a réussi à trouver notre équipe. Alors, c'est des personnes qui sont soit issues du milieu agricole ou soit des personnes qui vont de saison en saison. Donc, ramassage de pommes, huîtres, vignes. Donc, voilà un petit peu le profil des saisonniers. Que vous trouvez facilement? Il n'y a pas de problème de recrutement de main-d'œuvre parce que j'imagine c'est dur, les sapins ça doit être lourd et Ouais, il fait froid. c'est assez physique, quoi, effectivement. Il y a du port de charge tout le temps et puis on est dehors, quoi. Et au mois de novembre, décembre, on a des conditions climatiques qui sont pas optimales, on va dire. Donc, non, on a des moyens de recrutement qui sont assez performants, apparemment, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a eu pas mal de candidatures. Nous, on recrute un petit peu plus que ce qu'il faut. Comme ça, on a un petit peu de CV sous le coude si jamais ça va pas. Si jamais ça va pas, ça veut dire quoi? Il y en a qui... Mais ouais, on a des saisonniers qui doivent se faire une image de la récolte de sapin de Noël. Et puis arriver sur des tâches, que ce soit du chargement ou même de l'aiguisage, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a du port de charge, c'est difficile. Et que effectivement on transpire, qu'on est mouillé dehors. Et puis voilà, donc il y a des personnes qui ont fait l'expérience et finalement c'était pas pour eux, quoi. Ouais, il y a un petit taux de... Ou qui ont des petits soucis physiques et qui ne le disent pas. Donc on sait qu'on a toujours 2 à 3 personnes qu'il va falloir remplacer. Donc je pense que certains, oui, se rendent pas compte, quoi. Et nous, au niveau du recrutement, c'est vrai qu'on insiste vraiment sur le fait d'avoir des gens qui sont dans l'endurance et puis physiquement qui tiennent, quoi. On le dit dès le début et après, il y a des gars qui reviennent depuis... On a une équipe où on a des saisonniers qui reviennent depuis 2 ans, 3 ans. Ah ouais. Voilà. Et qui, eux, adorent. Là, c'est le top. Ils s'éclatent. Mm. Tant mieux. Et vous, comment vous répartissez le travail entre vous? Moi, je suis plus sur la production que régler les problèmes, sur la phase récolte, aider les gars aussi, bien évidemment. Puis voilà, la gestion des stocks sur plateforme. Donc, dès qu'on a besoin de références, je passe le message en disant il faut telle référence.
Et puis toi, Géraldine, tu es plus sur la partie commerce, logistique, donc s'occupe de la relation client et puis de faire partir les camions. Et puis voilà, gérer la plateforme avec les gars qui travaillent sur la prépa de commande. Je les surveille. Je les surveille. Après, je sais ce que veulent mes clients. Donc, je m'assure qu'ils mettent les bons sapins. Et c'est moi qui est en relation avec tous les clients pendant la saison. Je détermine aussi le planning avec les transports. À l'année, on est tous les deux dans les champs. On fait les tâches manuelles. Et après, toi, Cédric, t'es plus au niveau de la gestion aussi de tout ce qui est phyto, production, du bien-être végétal. Voilà, des tracteurs, voilà. C'est moins mon truc. Et votre père, il travaille toujours sur l'exploitation ou il a lâché l'affaire il nous file toujours un petit coup de pince pour les tâches. Les tâches qu'on veut pas faire, tout simplement. Non, mais pour faire du broyage d'allées ou des petites choses comme ça qui monopolisent pas mal de temps. Et puis lui, ça lui fait plaisir, donc on le laisse faire avec plaisir. Et puis voilà. Ça lui fait plaisir. Oui, il est c'est un mordu du sapin, donc c'est dur de s'en sortir comme ça. Ouais. Surtout quand la maison elle est au milieu des sapins, quoi. Voilà, et puis il s'ennuie très vite, c'est un hyperactif, donc oui, je l'ai déjà vu sur le tracteur, on a vu le café, mais lui il a pas pris le temps de boire le café. Non, il a un planning à tenir, les retraités, c'est dur, la retraite, c'est dur. Très bien. Et quand même, on va passer au sapin dans notre maison parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi les gens. Déjà, d'où elle vient la tradition du sapin de Noël? Alors, la tradition du sapin de Noël, honnêtement, je suis pas assez calé. On ira sur Wikipédia. Ouais, allez sur Wikipédia. Et puis couper ce passage aussi. Mais là, je vous félicite pas. Vous voulez que Non, mais il y a tout un historique, effectivement. Je l'ai lu, mais c'est pas. J'ai lu, alors je ne sais pas, on vous vérifierait sur internet, mais en gros on a trouvé les premières traces de sapin au XVe siècle en Lettonie, que ça s'est développé d'abord chez les protestants en Allemagne et aux pays nordiques, et que c'est arrivé en 1738 à Versailles à la demande de la femme de Louis XV. On va retenir. Vous pourrez le raconter à vos clients. Alors, à quel moment il faut l'acheter, notre sapin de Noël, et quelle espèce il faut choisir? Idéalement, faut pas l'acheter trop précocement, hein, si vous voulez avoir un sapin avec toute sa fraîcheur pour le 25, pour montrer à votre famille un sapin éclatant. Faut le mettre. Allez, fin novembre, vraiment fin novembre, début décembre. Mettez-le dans une partie de la pièce qui n'est pas surchauffée, bien évidemment. Pas devant une baie vitrée non plus. Évitez la déshydratation du sapin. Vous pouvez le réhydrater, donc réhydrater la bûche. Comment on fait pour réhydrater son sapin dans son soit on va venir mouiller la bûche en excès en eau, comme ça, par capillarité, le sapin va pouvoir boire un petit peu d'eau et se réhydrater. Ou soit on peut pulvériser aussi un petit peu d'eau sur les branches. Ou alors il y en a qui trempent carrément le pied du sapin dans un seau pendant 2-3 jours, comme ça il se gonfle d'eau et il a un peu de réserve, quoi. Donc on lui apporte de l'eau et on évite les endroits où le soleil tape, où il fait trop chaud, exactement. à côté du chauffage. C'est comme une fleur coupée, vous avez une rose, si vous la mettez pas dans l'eau, elle va se dessécher, alors que si vous la conservez bien dans l'eau, elle va garder sa fraîcheur. Et je vous pose la question de l'auditeur, qui est Blar M, qui vous demande comment bien choisir son sapin. Parce que c'est vrai que quand on arrive chez le pépiniériste ou en grande surface, il y en a une tonne. On ne sait pas trop où regarder. Après, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur, c'est les goûts de chacun. On va se dire que moi et ma sœur, on n'a pas forcément les mêmes goûts de sapin. Des fois, on va se dire, celui-ci, dis donc, esthétiquement, il n'est pas joli, on ne le vendra jamais. Et finalement, les gens vont se ruer dessus. Donc voilà, c'est un choix esthétique, c'est un choix personnel. Donc voilà, faut bien regarder quand même l'aspect du sapin. On le voit, faut qu'il y ait un aspect de fraîcheur, faut que les aiguilles soient bien brossées, un verre vraiment soutenu, foncé, et puis une forme conique, non étagée. Moi, c'est les sapins que j'aime. Il y a 2 types de sapins. Il y a le sapin assez serré et le sapin un peu étagé. Donc après, les gens qui adorent décorer leur sapin quand mettent une tonne vont partir sur un sapin beaucoup plus aéré. Esthétiquement, moi j'aime le sapin un peu plus serré et d'autres qui n'aiment pas du tout parce qu'ils arrivent à rien mettre dessus.
Puis des fois, nous, des sapins qu'on trouve magnifiques, le client n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment c'est au goût, c'est au cas par cas, au goût de chacun. Et puis ça fonctionne aussi au coup de cœur, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, si on a un petit budget, il vaut mieux aller vers l'épicéa. Un meilleur budget, c'est le Norman, c'est ça, et il perd pas ses aiguilles, c'est l'avantage. J'ai même envie de dire un gros budget, c'est le Nobilis. Voilà, parce qu'il est un peu plus cher. Tenue d'aiguille vraiment top. Parce que même séchée, l'aiguille ne tombe pas du tout de la branche. Voilà, et après, les gens qui ont des petits budgets, si, le Norman, mais après, il faut prendre des tailles, des plus petites tailles, quoi. Nous, après, en taille, ce qu'on vend le plus, ça va être du 125-150 jusqu'au 175-200. Après, la star, c'est toujours le 150-175 que tout le monde veut. Et on voit l'évolution depuis 2 ans. Les gens partent sur des tailles de plus en plus hautes par rapport peut-être aussi aux maisons modernes qui ont des volumes un peu plus grands. Et alors, c'est quoi le budget moyen pour un sapin, que je sache, parce qu'à Paris, je le payais une blende. Et savoir si c'est oui, on a vu que les tarifs n'étaient pas les mêmes. Je te confirme. Pour des sapins, comme on disait, de taille standard, du 125, 175, faut compter. Après, tout est relatif, ça dépend d'où vous allez l'acheter, si vous l'achetez chez un professionnel végétal ou dans un magasin. Mais allez, on va être aux alentours entre une grosse fourchette, entre 30 et 40 euros. Bon, je me faisais arnaquer à Paris. C'est bon, merci Cédric. Et alors après, combien le sapin de temps il dure entre le moment où on l'a acheté et le moment où il faut le jeter? Ça aussi, tout est relatif, ça dépend, comme je disais tout à l'heure, si c'est une pièce chauffée ou pas. Mais vous pouvez le garder un bon mois, quoi. Et moi, il y a des gens que je connais qui le gardent jusqu'à mi-janvier sans problème. Non, moi, je fais des petits février. Et ben voilà. Je prends pas le temps de tant que ça tient et qu'on a encore envie d'être dans l'esprit de Noël. Et alors, rassurez-nous, les sapins qui sont chez nous, du coup, ils ne participent pas à la déforestation. Absolument pas, c'est vraiment une culture, c'est comme une culture de blé, de maïs, c'est vraiment une culture dédiée au sapin de Noël. Donc non, il n'y a pas de déforestation. Oui. On peut être tranquille, c'est comme les produits qu'on mange sont cultivés pour, et il y a un espace. Voilà, c'est vraiment cultivé pour. Oui, puis sachant qu'en plus on plante plus que ce qu'on coupe. Enfin, je veux dire, derrière, il y a toujours des plantations, donc on n'est pas à raser des parcelles. Est-ce que vous êtes inquiet de... j'habite Bordeaux maintenant, il y a eu une polémique sur le sapin à Bordeaux, que c'était du bois mort et qu'il n'en fallait plus, du coup nous avons un sapin en verre. Est-ce que cette nouvelle mode un petit peu de pensée, vous le vivez comme une menace pour l'entreprise et pour le secteur? Non, absolument pas. On a rebondi un peu, la profession a rebondi par rapport à tout ce qui s'était passé. Après réflexion, voilà, comme on vient de le dire, c'est une culture spécialisée. Les sapins de Noël, c'est pas de la déforestation. Les petits sapins captent beaucoup plus de CO2 que les grands, faut le savoir. Donc nous, on renouvelle à chaque fois notre culture avec des nouvelles plantations. Donc non. Après, voilà, faut bien s'informer. On est là aussi pour en parler. Et non, ça nous inquiète pas. Les gens sont liés à la tradition de Noël et je pense que voilà, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Non, puis le sapin maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de communication sur le fait que le sapin naturel est réutilisé derrière. Voilà, nous les communes fait du ramassage, il y a du broyage, voilà, il est réutilisé sur les côtes bord de mer, ils sont mis avec les bûches sur les dunes pour ralentir justement l'avancée des dunes. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour recycler le sapin. Vive le sapin naturel quand même. Mais justement, tu as un peu répondu, mais nous, en tant que particulier, une fois que le sapin, on l'a utilisé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse du sapin pour qu'il soit utile après? En règle générale, il y a des points de collecte de plus en plus maintenant. Donc sur les réseaux sociaux, en règle générale, c'est communiqué ou même dans la presse. Donc il y a un lieu où vous allez jeter votre sapin et la commune, elle va se charger de faire du broyat pour refaire par exemple du paillage dans les massifs ou des choses comme ça. Si vous habitez près d'un zoo, c'est pareil, il y a des zoos qui collectent les sapins pour donner à manger à certains animaux. Aussi aux moutons, apparemment, ils sont friands. Oui, il y a plein de vitamines dedans. Ouais, apparemment. donc non, il y a vraiment... il y a plus en plus, donc il n'y a pas
n'y a pas trop de difficultés à trouver des points de collecte maintenant. Très bien, et ben on s'y attellera. Bon, mais je vais passer à mes questions de fin maintenant. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous de vous être investi comme ça dans le sapin et dans l'entreprise ? C'est la 2e génération, donc ça perdure. On est heureux. On a fait évoluer, on voit que ça évolue dans le bon sens. On partage aussi avec notre savoir-faire avec la corporation du sapin de Noël. Puis voilà, on est content, on bosse dessus, on a un résultat et c'est ce qui nous fait lever le matin, quoi. Oui, et puis les gens, quand c'est la période de Noël et qu'on fait les marchés, il y a un engouement, les gens sont heureux, les enfants... on voit les petites étoiles dans les yeux des enfants, une forêt de sapins, quelque part, on participe aussi à la joie des familles. Ouais, et puis votre travail, il est un peu chez les gens, quoi. C'est ça. Exactement. Exactement. Ma question suivante, c'est est-ce que vous auriez un truc pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas de Noël, là, quand il y aura le sapin à côté de la table ? Qu'entre la graine et le sapin que tu as chez toi... il s'est passé quand même un paquet de temps. Donc, je peux te dire que tu as un arbre à côté de toi qui a 8 ans. Ouais. C'est pas rien. Et les gens se rendent pas compte forcément de ça, quoi. Donc, du travail qui est dessus, du temps passé. Nous, on a fait un petit calcul justement. Un sapin qui a 8 ans, par exemple, on a calculé à peu près de la plantation jusqu'à la récolte en termes de manipulation sur le sapin, d'actions qu'on va mener sur le sapin. On est quasiment entre 50 et 70 manipulations par sapin. On a fait du face-à-face avec ce sapin, pas mal de fois. Tu lui parles des fois. Ouais, on hésite même à en mettre un, nous, à Noël, tellement on avait du sapin. J'avoue. Toi, tu m'en as fait baver. Donc voilà, c'est beaucoup de manipulation finalement. Et aussi, vous voulez pas nous dire d'où vient l'expression « ça sent le sapin », qu'on sache d'où ça vient ? Et alors, ça sent le sapin. Donc, l'expression, apparemment... vient des cercueils, c'est gai, puisqu'a priori ils étaient faits en bois de sapin à l'époque. Ok, c'est bon à savoir. Et oui, dernière question, où c'est qu'on peut vous contacter, suivre votre actualité, voir vos sapins ? Alors, on a Instagram, Facebook, donc faut bien noter Univers, Gepel, UNI, ', donc voilà, on essaye de montrer un petit peu aux gens comment on travaille. On est hyper accessible, hyper joignable. S'il y a des questions, quoi que ce soit, si on peut expliquer un petit peu notre métier, on le fait sans souci. Et puis on a aussi un site internet. Vous avez l'adresse ? C'est www.sapindenoël-tavarson.com. Super. Et on montre, ça permet aussi de montrer aux gens que il y a de la vie dans le sapin, il y a de la biodiversité, on vend pas que des sapins morts. Mille merci pour votre accueil, c'était trop sympa. Et je suis contente qu'on ait fait l'interview à 3, c'était trop cool. Merci d'avoir accepté d'expérimenter le concept. De rien, merci. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.